Mesdames et messieurs, Trump vient de surpasser tout le monde. Trump ne se trompe pratiquement jamais. Comme on dit chez MAGA, il se trouve qu'il a toujours raison. Il semble que cela sera appelé l'accord du siècle. Mais il ne s'agit pas de l'Iran, ni de l'Ukraine, ni même des relations commerciales avec la Chine, mais de quelque chose de bien plus important. Mais bizarrement, on ne vous en parle pas vraiment. L'accord du siècle, c'est l'adoption de la loi. Le vote aux États-Unis a déjà échoué 2 fois au Sénat à cause du manque de quorum. Eh bien, est-ce possible que maintenant, à cause de ce que Trump a fait, les républicains annulent le filibuster pour ce vote ? Vous allez découvrir ce qui est en jeu et quelles sont les chances de ce déroute pour le Parti démocrate si cela se produit. Eh bien donc, ensemble, et avec eux les républicains qui les ont rejoints à plusieurs reprises, de nombreuses fois. En Iran aussi, bien sûr, c'est intéressant. Il s'y passe des événements intéressants. L'Iran a annoncé qu'ils ont suspendu l'élection d'un nouveau guide suprême. En russe, ce serait sans doute souverain suprême. Parce que... Mais soyez un peu patients, je vais tout vous raconter. C'est très amusant. Mais vous avez déjà deviné vous-même qui ou quoi ils craignent ? Le président Trump a donc exigé de l'Iran la reconnaissance d'une défaite totale et inconditionnelle, c'est-à-dire une capitulation complète et sans réserve. Les dirigeants iraniens survivants se sont adressés à moi et ont demandé la reprise des négociations, a déclaré Trump. Vous savez ce que Trump a répondu ? Eh bien, nous en parlerons au cours de cette émission exceptionnellement intéressante. À la fin, je vous raconterai comment les démocrates ont volé leurs propres documents dans leur propre bureau. Au Texas, les élections primaires ont lieu. Autrement dit, les partis choisissent leurs représentants pour se battre pour un siège au Sénat. Le républicain John Cornyn n'est pas toujours et pas tout à fait un partisan de Trump. John Cornyn. Il n'est pas toujours un partisan de Trump. C'est pourquoi il a dit qu'il appartient à la catégorie des politiciens ayant des relations. Et ces relations signifient généralement l'état profond. C'est-à-dire que quelqu'un lui doit quelque chose, il doit quelque chose à quelqu'un, il a rendu service à quelqu'un, quelqu'un lui a donné de l'argent, il a fait de même, et ainsi de suite. Donc on ne peut pas compter sur lui à 100%. Voilà ce que j'essaie de dire. On essaie de le remplacer lors des primaires par le procureur général du Texas, Ken Paxton, qui est beaucoup plus proche de Trump. Il est membre du mouvement MAGA. Le leader des républicains au Sénat, Thune, un ami proche et très proche de Cornyn par l'esprit, a injecté dans cette lutte une somme jamais vue. Cela ne s'était jamais vu lors des primaires. 100 millions de dollars. Mais même avec cet argent fou pour les primaires, ce sont des sommes complètement folles. Donc, malgré le fait que Ken Paxton ait dépensé 5,5 millions, ils sont, comme on dit, au coude à coude. Thune a contacté Trump et lui a demandé de donner sa voix à Cornyn. Autrement dit, de dire que Cornyn est les meilleurs. Tout le monde comprend que l'opinion de Trump donnera un élan à n'importe quel candidat. À cela, Trump a répondu. J'ai besoin que la loi sur le sauvetage de l'Amérique passe par le Sénat, et pour cela tu dois abolir le filibuster, c'est-à-dire le droit des démocrates de discuter indéfiniment de cette loi, de ce projet de loi, sur ce sujet précis. D'ailleurs, les démocrates sous Obama ont aussi aboli le filibuster pour les discussions concernant les juges. C'est pourquoi les actions des républicains seront légitimées par le fait que les démocrates ont fait la même chose. Si tu abolis le filibuster et que tu fais passer cette loi, ce projet de loi, tant qu'il n'est pas signé, il s'appelle naturellement un projet de loi. Il devient une loi après l'approbation des 2 chambres et la signature du président. Alors, cela veut dire que je recommande au Texas d'élire ton candidat. Eh bien, d'après les informations de la presse, a déclaré Trump. Paxton a immédiatement déclaré que si Paxton, c'est celui qui essaie, enfin qui est le procureur général, oui, a déclaré que si Thune le fait, alors lui, Paxton, retirera sa candidature et votera pour Cornyn.
Ken comprend parfaitement l'importance et la nécessité de ce projet de loi, et qu'est-ce qui est dit là-dedans pour que Trump soit prêt à retirer son candidat des élections si ce projet de loi est adopté et qu'il doit le signer. Voici le rapport d'un journaliste de CNN sur sa conversation avec Trump à ce sujet. Et il a dit « J'aime bien John Cornyn, je m'entends bien avec lui ». Mais ensuite, il a commencé à discuter de la loi sur le sauvetage de l'Amérique, qui selon lui est la loi sur le sauvetage de l'Amérique, et non la loi sur le sauvetage, comme nous l'appelons toujours. Et il a dit qu'il considérait cela comme la chose la plus importante qu'il veuille accomplir en ce moment, à part la guerre. Et il a dit que maintenant, dans cette loi sur le sauvetage de l'Amérique, il y a 5 points qu'il veut que la Chambre des représentants et le Sénat adoptent. Il a déclaré qu'il ne devait pas y avoir de vote par correspondance, sauf en cas de service militaire, de maladie, de handicap ou de voyage, aucune participation des hommes au sport féminin et aucune opération de changement de sexe pour les mineurs. Il a ajouté ces 2 questions sociales aux questions relatives au vote qui faisaient partie de la loi sur le sauvetage de l'Amérique. C'est-à-dire que Trump veut mettre fin aux fraudes, arrêter la possibilité de falsification et de tromperie lors des élections, y compris l'obligation d'une pièce d'identité avec photo, la vérification de la citoyenneté et la suppression du vote par correspondance, à l'exception des personnes handicapées, des déplacements professionnels ou du service militaire. MAGA pense que des centaines de milliers de sans-papiers et de votes frauduleux ont participé à plusieurs scrutins, et que les démocrates ont pris peur. Les démocrates paniquent à cause de cela. Juste au moment où ils pensaient que ce projet de loi était mort et oublié, il est revenu. Donc, c'est de la folie, l'identification des électeurs. Il ne s'agit pas de l'identification des électeurs. La loi SAFE ne parle pas de ça. Il s'agit d'enregistrement. Il s'agit de vérifier la citoyenneté avec un passeport. Non, tout le monde n'a pas de passeport. Si tu es M ou, je n'ai aucune idée où est le mien, tu sais où est ton acte de naissance, je l'ai perdu quand j'avais 7 ans, je ne sais même pas par où commencer pour le récupérer. C'était, bien sûr, vous l'avez reconnu, notre beau parleur, le gouverneur Newsom. Il ne sait pas qu'on peut obtenir une copie de l'acte de naissance en 4 semaines maximum et une carte d'identité en seulement 2 semaines. Eh bien, si tu veux un passeport, je crois aussi que c'est dans un délai de 4 ou 6 semaines. 6 semaines, mais tu peux payer plus cher et tu l'auras en 2 semaines, il y a des délais comme ça. Donc entre les élections, c'est soit tous les 4 ans, soit tous les 2 ans. Entre une élection et une autre, c'est facile à faire. Voilà, mais notre gouverneur est tellement idiot qu'il ne sait même pas où s'adresser pour demander ça, il n'en a même pas la moindre idée. Maintenant, parlons du coût. Donc, une copie de l'acte de naissance coûte 15 $ et le certificat, oui, si tu veux l'obtenir plus vite, c'est 30 $, sinon c'est 15. La carte d'identité coûte 30 $ et pour accélérer, il faut payer 10 $ de plus. Voilà donc, pour 45 $ et 4 semaines d'attente, tu as en poche tout ce qu'il te faut pour voter. Eh bien, si tu n'as pas 45 $, oui, c'est terrible, pas 45 $. Alors tu vas au bureau local de n'importe quel parti et tu dis « Je suis des vôtres, oui. Regardez, je figure sur la liste des démocrates ou républicains. Je voudrais voter, mais je ne peux pas. Déjà 45 $. Soyez-en sûrs, les républicains vont vous aider. Et les démocrates vous aideront aussi à l'obtenir. Mais le gouverneur de Californie, eh bien, il ne sait tout simplement pas comment ni où obtenir cela. Vous comprenez son niveau, n'est-ce pas? Disons, soit c'est une question d'honnêteté, soit d'intelligence. C'est l'un ou l'autre. Il ne peut pas y avoir de troisième option, n'est-ce pas? On dirait qu'ils nous prennent pour des idiots. En fait, ils ont vraiment toutes les raisons de nous prendre pour des idiots. Bien sûr qu'ils le pensent. Donc, ils viennent tout juste de découvrir qu'ils ont volé des efforts. Les documents. Enfin, bien sûr, ce n'est pas eux. Quelqu'un a volé les documents, quelqu'un a coupé toutes les caméras. Quelqu'un donc avait la clé, enfin pas la clé, comment on dit, la combinaison pour ouvrir les portes. Quelqu'un savait où tout cela se trouvait. Et ils n'ont pris que les documents qu'ils montraient, justement. Je vais vous raconter ce qu'ils montraient, non? C'est une histoire vraiment incroyable, n'est-ce pas? Ça rappelle un peu le suicide d'Epstein. Un tout petit peu. Là aussi, toutes les caméras ne fonctionnaient pas. Bon, maintenant. Maintenant, nous allons passer à la débâcle de l'Iran. Qu'a répondu Trump à la proposition de revenir à la table des négociations? Mais avant cela, je veux encore une fois vous rappeler que l'algorithme. Aujourd'hui, donc, avant nous avions toutes sortes de princes, de monarques, et maintenant c'est l'algorithme.
C'est l'algorithme de YouTube qui décide de diffuser largement une chaîne si les spectateurs réguliers de la chaîne activent la cloche. À côté de l'abonnement. Bien sûr, il faut d'abord s'abonner, puis cette fameuse cloche apparaît. Si le pourcentage de ceux qui veulent voir que la vidéo prend, comme on dit, de l'ampleur, alors elle prend de l'ampleur lorsque plus de 20% des abonnés ont activé la cloche. Alors l'algorithme décide que la chaîne propose un contenu intéressant et commence à diffuser la vidéo auprès des spectateurs potentiellement intéressés par le sujet. C'est-à-dire pas seulement à l'intérieur de notre chaîne. Il la montre, comme si tu payais pour de la publicité, à peu près de la même manière à de nouvelles personnes. Ne seriez-vous pas intéressé par ceci, parce qu'il semble que beaucoup d'autres personnes s'y sont intéressées? Et si le pourcentage, disons, est inférieur à 10, alors on reste entre nous. Parce que la diffusion ne se fait qu'auprès de ceux qui regardent déjà souvent la chaîne. Donc, appuyer sur la cloche, mesdames et messieurs, est très important pour transmettre l'information à un large cercle de nouveaux spectateurs potentiels. Sans attendre, cliquez tout de suite. Et si vous en avez la possibilité, envoyez cette vidéo à 2 de vos amis. Et des nouvelles importantes nous parviennent d'Iran. Le régime reporte actuellement l'élection d'un nouveau guide suprême, retardant le choix. C'est intéressant, pourquoi donc? Peut-être que personne dans ce pays ne veut de ce poste. Ils ont peur. La vie d'une telle personne, disons, est très courte. Et cela après que le président Trump a déclaré que le fils de Khamenei était un successeur inacceptable. Trump déclare « Tous ceux qui semblent vouloir devenir leaders finissent par mourir ». De toute évidence, l'Iran craint que toute personne qu'il nomme et qui ne correspond pas aux critères de Trump ne devienne une cible immédiate et facile. Leur direction disparaît tout simplement à grande vitesse. Quiconque semble vouloir devenir un leader finit par mourir. Et c'est une chose étonnante, stupéfiante, qui se déroule juste sous vos yeux, parce que pendant 47 ans, nous avons été constamment opprimés, et bien sûr, cela n'aurait jamais dû arriver. Je pense que je peux le dire, et vous le voyez aussi bien que moi, vous voyez les énormes progrès qui sont réalisés. Leurs missiles sont rapidement détruits, leurs lanceurs sont détruits, ils attaquent. Le président Trump a averti le régime iranien qu'un événement grave se prépare, possiblement inévitable, en raison des bombardiers furtifs américains et des B-2, des avions invisibles. D'ailleurs, on dit que pendant l'opération Liberté irakienne, un seul B-2 pouvait survoler l'Irak et neutraliser la défense aérienne irakienne. Cet avion était invisible, il restait indétectable, faisant des allers-retours toute la nuit, bombardant la défense antiaérienne irakienne. Il ne pouvait pas le voir. Même après 20 ans, il reste insaisissable, ce qui en fait l'avion le plus cher et meurtrier au monde. Ces avions ont été obligés de parcourir de longues distances ces derniers jours. Parce que la Grande-Bretagne n'a pas accepté que nous puissions atterrir, nous baser, etc. sur notre propre base, mais sur le territoire britannique. L'île qui s'appelle Diego Garcia. Les avions ont volé pendant 36 heures depuis le territoire des États-Unis pour bombarder l'Iran. Merci à la Chine, à Starmer. Il me semble pour une raison quelconque que ces jours en politique sont comptés. Bien que d'ailleurs, qui peut vraiment comprendre ces Anglais? Ils ont tué tellement de Juifs qui avaient échappé à Hitler en 1945-1946. Ils coulaient les navires avec ceux qui fuyaient les camps de concentration. Ils avaient survécu aux camps, ils avaient survécu à l'enfer des camps. On les avait un peu nourris, habillés, puis embarqués sur des navires vers la Palestine. Et là, les Anglais les ont tués. Voilà, Dieu seul sait ce qu'ils peuvent encore inventer dans leur jalousie envers les États-Unis d'Amérique. Diego Garcia, c'est cette île très secrète dans l'océan Indien qui appartient au Royaume-Uni. Ici, devant vous, se trouve l'archipel des Chagos. Il appartient actuellement au Royaume-Uni. Et l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, entretient avec vos impôts une base militaire très importante dans l'archipel des Chagos, sur une île appelée Diego Garcia. Le premier ministre Keir Starmer, pour une raison inconnue, a refusé aux États-Unis l'accès au tout début de la guerre. Mais maintenant, enfin, il change de cap en permettant à la flotte américaine d'utiliser cette base.
Le ministre de la Défense Pete Hegseth a déclaré hier, que la puissance de feu au-dessus de Téhéran augmenterait considérablement grâce à l'aide des bases britanniques. Le chef d'état-major israélien a déclaré ce matin que cette opération réserve d'autres surprises à venir et qu'il n'a pas l'intention de les révéler. Les renseignements provenant de sources ouvertes indiquent que ce week-end sera choc et effroi pour l'Iran. Choc et stupeur grâce au fait que Diego Garcia est désormais accessible. Les États-Unis et Israël disposent maintenant d'une domination aérienne totale sur l'Iran, bien au-delà d'une simple supériorité. Les opérations militaires en Iran durent depuis 7 jours. Le président iranien a annoncé que plusieurs pays ont lancé des efforts de médiation pour résoudre le conflit. Un message sur Donald Trump s'est paru sur Truth Social. Le prix du pétrole a de nouveau augmenté. Et maintenant, le prix oscille autour de $90 le baril. Et plus cette guerre durera, plus le prix du pétrole sera élevé. Il est tout à fait probable qu'il atteigne $100 le baril la semaine prochaine et dans quelques semaines, 150. C'est tout à fait possible. Plus le détroit restera fermé longtemps, plus le prix du pétrole augmentera. Le président Trump ne peut pas permettre cela pour de nombreuses raisons. Nos alliés dans le Golfe ne le permettront pas, nos alliés européens non plus. Ce n'est tout simplement pas une option. L'amiral Brad Cooper, commandant du CENTCOM, a cependant donné ce matin une mise à jour sur le déroulement des opérations militaires. Écoutons-le. L'objectif est de priver l'Iran de la capacité de projeter sa puissance sur le détroit au plus vite, pour permettre la reprise de la navigation des navires. Ils n'ont pas peur de le traverser, car l'Iran n'a pas la capacité de détruire ces navires. Tout cela doit être fait d'ici la fin du week-end. Le commandant du CENTCOM, Cooper, affirme « Nous progressons. Lancez l'enregistrement. » Si l'on regarde les dernières 24 heures de l'opération, comparé à notre situation au début de l'opération, les attaques de missiles balistiques ont diminué de 90% depuis le premier jour. Les attaques de drones ont diminué de 83% depuis le premier jour. Malgré cela, nous restons vigilants. Nos frappes contre la flotte iranienne se sont intensifiées. Le président a récemment déclaré que nous avions coulé ou détruit 24 navires, ce qui était vrai à ce moment-là. Aujourd'hui, il y en a déjà plus de 30. Dans les dernières heures, nous avons neutralisé les attaques navales iraniennes. Un porte-drone, de la taille d'un porte-avions de la Seconde Guerre mondiale, est actuellement en train de brûler. Espérons que les militaires américains et israéliens pourront terminer cela rapidement. CNN a réalisé une interview avec l'amiral James Stavridis. C'est un général qui a commandé les forces de l'OTAN de 2009 à 2013. Et il expliquait comment les actions actuelles de l'Amérique en Iran influencent les relations internationales. En ce qui concerne la démonstration de force et ce genre de choses, je ne pense pas que cela soit une raison pour déclencher une guerre. Mais j'ajouterai à l'argument que vous venez de présenter, ou que la personne avec qui vous parliez a exprimé, qu'en affaiblissant l'Iran, vous affaiblissez la Russie, vous affaiblissez la Chine. La Chine considère l'Iran comme une immense opportunité d'investissement. La Russie considère l'Iran comme un fournisseur d'armes et de technologies. Beaucoup de drones qui volent aujourd'hui en Ukraine ont été fabriqués en Iran. Ainsi, il existe un pragmatisme géopolitique qui peut être appliqué à ces frappes du point de vue de l'affaiblissement à la fois de la Russie et de la Chine. L'ancien directeur adjoint du FBI Dan Bongino, qui vient de quitter son poste et revient au micro, explique comment les actions des États-Unis influencent nos principaux adversaires. Peter Schweizer était sur Fox l'autre jour, il parlait justement de cela. Voilà pourquoi la Chine a besoin que cela s'arrête maintenant. Ils perdent l'Iran, ils perdent l'accès non seulement à l'énergie vénézuélienne, qui n'existe déjà plus, et à la pétrochimie, mais aussi au pétrole iranien, ce qui sera un énorme double coup pour le PCC. Regardez ça. Donald Trump n'a pas seulement battu les cartes, il les a distribuées à tous, laissant la Chine avec une très mauvaise main. Réfléchissez-y. La Chine a fourni à l'Iran ses systèmes de défense aérienne les plus avancés, qui ont été complètement détruits par les États-Unis et les Israéliens. La Chine a investi plus de 100 milliards de dollars en Iran dans des projets industriels, énergétiques et ainsi de suite. La plupart de ces fonds sont des prêts au gouvernement iranien qui ne les remboursera pas. Avec le Venezuela et l'Iran, Donald Trump a en fait retiré 20% des approvisionnements en pétrole de la Chine et les a redistribués. Et c'est ce qu'il faut garder à l'esprit.
Ils achetaient ce pétrole à prix réduit car l'Iran et le Venezuela sont sous sanctions et ils pouvaient l'acheter sans utiliser de dollars américains. L'un de leurs principaux objectifs était de s'éloigner du fait que le dollar américain reste la monnaie mondiale. Ils vont maintenant devoir revenir sur le marché pétrolier mondial et tout acheter en dollars américains. Donc, c'est une catastrophe pour la Chine à plusieurs niveaux. Et Donald Trump a presque complètement changé l'ordre du jour de la discussion qu'il aura avec le président Xi lorsqu'ils se rencontreront en Chine. C'est extrêmement important. Quelques points qui en découlent me sont restés en tête. Maintenant, au lieu du pétrole sanctionné bon marché qu'ils prenaient à bas prix parce que les Russes et d'autres ne pouvaient le vendre nulle part ailleurs. Et la Chine a dit « Vous nous le vendrez à ce prix-là ou pas du tout ». Ils leur font un bras d'honneur. Maintenant, tout à coup, au Venezuela et en Iran, tout cela n'existe plus. Vous avez encore les Russes, et la deuxième partie de cela est également importante. Toute l'idée de créer une monnaie de substitution pour le dollar américain. Le dollar américain est la principale monnaie de réserve mondiale, utilisée dans la plupart des grandes transactions économiques. Chaque fois que cela se produit, c'est comme un prêt gratuit pour les États-Unis. Vous ne réalisez pas à quel point tout ira mal si cela s'effondre. Pourtant, il ne risque pas de s'effondrer bientôt. Mais si cela arrivait quand même, les taux d'intérêt monteraient en flèche, et cela obligerait le Parti communiste chinois à traiter avec nous. Et cela donnera à Donald Trump un atout supplémentaire pour négocier lorsqu'il rencontrera la direction chinoise et si. Donc, en juin, Trump et Xi se rencontrent, et il y aura une discussion sérieuse sur le redémarrage de toute la planète. Et ce sera sérieux. De toute la planète. Une conversation sur le redémarrage de quelque chose d'intéressant sur le redémarrage. Et une conversation sérieuse sur le redémarrage de la planète. Et avec JED, mais cela ne fait pas que renforcer la position du dollar américain. Mais cela affaiblit aussi. Le bloc BRICS est garanti que chacun, partout sur la planète, paie le juste prix pour le pétrole. Sinon, nous serons obligés de payer beaucoup plus que ce que nous devrions. En ce moment, je soutiens Trump et j'espère sincèrement que cela ne durera que quelques semaines et non de longues années. Cependant, vous continuez à me suivre car je vous dis la vérité. Actuellement, 3 des 4 États du Moyen-Orient ayant promis près de 2000 milliards de dollars à Trump en investissement. Les États-Unis annoncent désormais envisager sérieusement de retirer leurs fonds. Ils disaient vouloir la paix dans la région, mais leurs États subissent désormais de lourdes frappes de missiles et de drones, causant morts et destruction. Je suis sûr que le président Trump fera tout son possible pour rétablir ses relations, donner des garanties et aller de l'avant. Parce que l'un des points clés de son programme était d'attirer tous ces milliers de milliards de dollars pour qu'ils affluent vers les États-Unis. C'est une autre raison pour laquelle nous voulons mettre fin à cette guerre le plus rapidement possible. Nous ne voulons pas de tensions au Moyen-Orient entre les gouvernements et les populations des pays arabes. Je parle de tensions. Parce que la population, dit en quelque sorte, les gars, on bombarde avec les juifs, on bombarde des musulmans. Ce n'est pas très bien. Leur expliquer pourquoi, disons, nous faisons cela maintenant, c'est compréhensible, mais si cela dure trop longtemps, ce sera très négatif. Cela aura un impact sur la direction d'un certain nombre de pays arabes, de pays musulmans, et donc en conséquence, cela affectera immédiatement les relations entre eux et nous. Il est temps de vous raconter une histoire incroyable sur les documents volés dans le comté de Fulton, en Géorgie, sur le cambriolage des propres bureaux du Parti démocrate de l'État. Vous vous souvenez de Fannie Willis, qui a essayé de poursuivre Trump en justice ? Donc, la commissaire du comté de Fulton commente maintenant l'effraction dans son bureau et exprime une vive inquiétude concernant la sécurité là-bas. La commissaire Mo Ivory dit que des objets ont été volés, des documents fouillés et que les caméras de surveillance ont été désactivées lors de cette effraction en janvier. C'est un bâtiment gouvernemental, donc il est très difficile de désactiver les caméras. Les caméras ont été désactivées manuellement, et c'est pourquoi nous savons que cela signifie que quelqu'un avait accès à ces caméras, pour les éteindre, et que quelqu'un avait également accès au code pour entrer dans mon bureau, que nous ne partageons évidemment avec personne. La police n'a pas pu trouver celui qui était responsable. Dans un contexte de montée de la violence politique, cette question doit être une priorité absolue pour la direction de notre comté afin d'assurer la sécurité de tout élu, quelles que soient ses préférences politiques, contre tout préjudice. La police du comté de Fulton a mené une enquête et les enquêteurs affirment que les caméras ont pu être endommagées pour diverses raisons. Et comme il n'y avait pas de preuves convaincantes, l'affaire a été classée. Maintenant, le commissaire Ivory appelle à une enquête indépendante sur ce piratage.
Des documents liés à l'enquête et à l'accusation contre Trump pour sa prétendue tentative d'influencer les résultats du vote dans leur comté ont disparu. Et maintenant, ces documents, tout comme les documents du comité chargé d'enquêter sur le prétendu assaut du Capitole, ont disparu, se sont volatilisés, se sont évanouis. Personne ne sait qui les a pris ni où ils sont. Tout le monde suppose, mais nul ne sait vraiment. L'essentiel, c'est qu'il y avait des preuves que Fani Willis et ses collaborateurs agissaient sur ordre de la Maison-Blanche. Et c'est cela qui a semblé le plus effrayant aux démocrates. Apporter de l'aide à quelqu'un, y compris Fani Willis, pour traduire en justice Donald Trump et ses coaccusés. Le deuxième point, que nous trouvons encore plus suspect, a été révélé dans le deuxième article publié par Just the News. Dans cet article, on apprend que le bureau du procureur du comté de Fulton s'est vu proposer, sans l'avoir demandé, une subvention pendant la période mentionnée. Et ce n'était pas une situation où il devait déposer une demande et être en concurrence avec d'autres personnes pour ces fonds fédéraux. Ils ont obtenu une subvention sans concurrence, ce qui me semble clairement être un échange de services. Oh, donc vous allez poursuivre Donald Trump et tous ses amis au pénal. Oh, au fait, voudriez-vous recevoir un peu d'argent fédéral? Ils diront que l'un n'a rien à voir avec l'autre, mais s'il y a une odeur, c'est qu'il y en a une. Et enfin, je rappelle que Fani Willis fait actuellement l'objet d'une enquête pour une possible collusion avec l'administration Biden. Cela s'accorde parfaitement avec l'idée qu'elle vient tout juste de recevoir l'argent dont vous venez d'entendre parler de Mademoiselle Groot. Eh bien, elle fait actuellement l'objet d'une enquête. Ces enquêtes sont principalement confidentielles, mais il peut aussi y avoir des enquêtes publiques. Les amis, revenons à Megan Grout. Regardez. Mais je vais vous montrer cette vidéo. Elle provient de sa déposition en décembre, lorsqu'elle a témoigné devant la commission du Sénat de Géorgie. Regardez. Dans la lettre, vous proposez une rencontre en personne. Ont-ils accepté votre proposition de rencontre en personne? Je n'ai jamais rencontré Thompson. Avez-vous vu quelqu'un de la commission du 6 janvier? Je ne sais pas. J'ai pu les rencontrer sans savoir quel était leur travail. Je vous ai demandé concernant M. Wade. Avez-vous parlé à quelqu'un travaillant avec le comité du 6 janvier ou à un avocat du comité J6? Posez la question et répondez. Posez la question et répondez. Elle a dit qu'elle ne l'avait jamais fait elle-même. C'est ce qu'elle a déclaré sous serment. Avez-vous communiqué avec les membres du comité du 6 janvier par l'intermédiaire de personnes qui transmettaient vos messages? Je ne me souviens pas avoir parlé à quelqu'un du comité du 6 janvier. Vous avez demandé si je les avais rencontrés. Je suis fonctionnaire d'État. Je rencontre des gens partout, serre des mains, prends des photos et embrasse des enfants, comme le font les élus. Donc je n'ai aucune idée si j'ai déjà rencontré quelqu'un qui aurait pu faire partie du comité du 6 janvier. Alors, puisque vous avez vu Fani Willis témoigner sous serment sur les personnes avec qui elle a parlé, et qu'en fait, ce n'était avec personne du comité du 6 janvier, je veux vous montrer cette lettre. C'est un email, l'un des documents obtenus par Just the News suite à une demande d'accès au dossier public, dont je viens de vous parler. Il est daté d'avril 2022. Envoyé par Timothy Eppie, conseiller principal du comité du 6 janvier, à l'enquêteur Hill du bureau du procureur du comté de Fulton, donc Hill travaille pour Fani Willis. Eppie dit à Hill à la toute fin de cette lettre: « Mon collègue Dan George, qui est en copie ici, a été en contact avec la procureure du district Willis à ce sujet, et nous aimerions assurer une communication continue à mesure que votre enquête devant le grand jury progresse. » Donc, nous savons que Fani Willis a effectivement eu des échanges avec Dan George. Qui est-il? Il était un autre avocat du comité du 6 janvier. Vous pouvez revenir en arrière pour réécouter la vidéo de son témoignage sous serment. Elle dit qu'elle n'a jamais rencontré personne du comité du 6 janvier, puis Greg Dalazal essaie de lui poser la question différemment. Il dit « Avez-vous déjà parlé à quelqu'un ?» Et Roy Barnes, son avocat, intervient. Elle a déjà dit qu'elle ne l'a pas fait. Ce n'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit n'avoir jamais rencontré personne. C'est intéressant. Que Trump essaye d'améliorer notre vie. Il essaie de ramener la production aux États-Unis, nous protège des terroristes, des trafiquants de drogue, équilibre les relations commerciales dans le monde entier. Et le Parti démocrate vole des documents, les brûle, efface des serveurs. Vous vous souvenez Hillary Clinton, n'est-ce pas? Et tout cela, c'est pour empêcher, à tout prix, que l'Amérique vive bien. Parce que si l'Amérique vit bien sous Trump, cela empêchera le Parti démocrate de revenir au pouvoir et de continuer à voler notre argent. Parce qu'ils se moquent complètement de nous. Mais ça, vous le savez déjà. Parce qu'ils s'y sont déjà habitués et qu'ils ne peuvent plus vivre uniquement de leur salaire.
Parce que, soi-disant, ce n'est pas notre affaire de savoir où va cet argent, même si c'est nous qui l'avons gagné. Dès qu'on a de l'argent dans la poche, ils veulent sans nous le prendre. Ils ne peuvent en bas s'en empêcher. Ça les démange partout. Et ils ont un désir totalement incontrôlable de s'en emparer pour eux-mêmes. Peu importe que ce ne soit pas eux qui les aient tentés de gagner, ce qui compte, c'est qu'ils en ont envie. Et Donald Trump ne leur permet pas, il les gêne. Et vous, voulez-vous qu'on vous vole vos gains? Parce que si vous le voulez, votez pour les démocrates. Mais si vous ne le voulez pas, mesdames et messieurs, alors tirez la sonnette d'alarme. Au revoir, à suivre.